tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, l'Ombre et la Plume décident de s'attaquer à une thématique qui peut nous paraître lointaine, mais qui pourtant est toujours d'actualité. Elle l'est en France, car malgré son interdiction, elle ressurgit parfois dans le débat public. Mais elle l'est surtout ailleurs, car beaucoup de pays la pratiquent encore à travers le monde. Vous l'avez peut-être compris, nous allons parler de la peine de mort. La peine de mort est-elle vraiment derrière nous ? Elle est pourtant encore pratiquée par 54 pays sur les 194 que compte l'ONU, principalement en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak, en Égypte. Souvent, on pense que la peine de mort ne punit que les meurtriers, punir la mort par la mort. Mais c'est faux. Dans de nombreux pays encore, la peine capitale est utilisée pour les trahisons, l'adultère, le blasphème, les crimes économiques, certaines formes de vol, ou même des infractions liées aux stupéfiants. Par les armes, par la pendaison, par injection létale, par décapitation, par inhalation de gaz, par électrocution, par lapidation. La liste est longue. Les hommes font preuve d'une créativité morbide lorsqu'il s'agit de mettre à mort un homme. En Iran, c'est tout un art. Le code pénal islamique iranien dispose que les pierres ne doivent pas être trop grosses pour que le condamné ne meure au premier ou au deuxième coup, ni si petites qu'on ne puisse leur donner le nom de pierre. Mais tout ça ne se passe pas en France, ça se passe ailleurs. Et à ça, tout de suite, on peut répondre que le combat contre la peine de mort est une lutte universelle, qui transcende les frontières. C'est pour ça qu'il existe une journée mondiale contre la peine de mort, et des congrès mondiaux. Mais soit. En France, c'est aboli. Donc je repose la question. Lointaine, la peine de mort ? Pas tant que ça. Donc j'étais en 5e ou 4e, et la prof a fait un sondage dans la classe, comme on parlait de la peine de mort, sur qui était pour ou contre la peine de mort. Et tout le monde a levé la main pour. Et quand j'ai levé la main pour dire que j'étais contre la peine de mort, j'étais vraiment toute seule. Donc il y a eu un grand silence. J'étais vraiment toute seule à penser ça, quoi. Et je trouvais ça hallucinant. En fait, ce qui est fou, c'est que j'étais pas au courant qu'autant de personnes étaient pour la peine de mort. La première fois que Salomé m'a raconté cette histoire, j'ai eu du mal à le croire. J'avais grandi dans une famille où la peine de mort était inenvisageable. En fait, on n'en parlait même pas. Pour moi, la peine de mort appartenait au passé. J'avais tort. « 15 septembre 2020. Le journal Le Monde sort son étude annuelle réalisée par l'Ipsos sur les fractures françaises. Parmi tous les chiffres publiés, il y en a un qui retient particulièrement l'attention. 55% de la population se dit favorable au rétablissement de la peine de mort en France. C'est le taux le plus haut jamais atteint depuis que la question a été introduite dans l'étude, en 2014. Je prends conscience que la peine de mort, même si elle n'est pas au centre de l'attention, est un sujet qui divise. On se questionne, on s'interroge. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi les Français semblent être favorables à la peine de mort en 2020 ? Dans l'étude d'Ipsos, cela semble lié au sentiment croissant d'insécurité, l'une des plus grandes préoccupations des Français. Et puis j'ai appris qu'en 1981, quand Mitterrand avait annoncé à quelques jours du premier tour des élections présidentielles sa volonté d'abolir la peine capitale, que l'opinion publique y était hostile. Et pourtant, elle a quand même été abolie. Mais alors pourquoi ? Si le peuple semble l'approuver, pourquoi a-t-on fait le choix d'abolir la peine de mort ? J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
17 septembre 1981. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, prononce devant l'Assemblée nationale son discours resté célèbre pour l'abolition de la peine capitale. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Quelle justice peut réellement affirmer être juste quand elle tue? La peine capitale, n'est-ce pas plutôt de la vengeance? La peine de mort, pour moi, c'est pas de la justice, en fait, c'est une sorte de loi du talion. C'est de la pure vengeance. Alors, je suis contre la peine de mort parce que, d'une part, je crois en la possibilité d'une seconde chance, une sorte de rédemption. Et aussi parce que la mort, c'est une peine ultime. Enfin, il n'y aura pas de surenchère, quoi. Un prisonnier, une fois qu'il a tiré sa peine en prison, c'est bon. Il a payé sa dette à la société, il peut avancer, il peut évoluer. Et puis, imaginons, qu'est-ce qui se passe si on fait une erreur judiciaire, s'il y a erreur sur la personne condamnée? Qu'est-ce qui justifie un tel acte? En France, ceux qui la réclament ne la veulent pas pour tous, pas pour tous les crimes. Souvent, on veut la réserver aux actes les plus sordides, à ceux qui soulèvent les cœurs, et aux terroristes. Quand on est face à un crime atroce, l'instinct de vengeance se réveille en nous. Mais, comme l'a dit Robert Badinter, utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est, pour une démocratie, faire sienne les valeurs de ces derniers. On entend aussi parfois que la peine de mort est dissuasive. Pourtant, les hommes ne semblent pas avoir peur de la mort. Guerre, attentat suicide, vendetta. N'a jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et la criminalité n'augmente pas avec l'abolition de la peine de mort. Au Canada, le nombre d'homicides a même diminué de moitié entre 1976, date à laquelle la peine de mort a été abolie, et 2008. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées, aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes. Il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. La justice est humaine, donc faillible. Il y a une incertitude importante qui tient à la personne qui va juger, une variation de perception selon les hommes. Personne ne peut juger parfaitement et équitablement. À partir de là, peut-on octroyer à quelques personnes le droit de décider de quelque chose d'aussi fondamental que la vie ou la mort d'un individu?
Et même si la sanction est justifiée, le gros problème de la peine de mort, c'est qu'elle réduit la peine pénale à sa seule fonction punitive. C'est-à-dire qu'elle permet effectivement aux condamnés d'expier ses crimes par la souffrance, mais la fonction punitive n'est pas du tout la seule fonction de la peine pénale. Il y a par exemple aussi la fonction d'amendement qui permet aux détenus de s'amender, d'avoir droit à une seconde chance pour être potentiellement plus tard réinséré dans la société. Et la peine de mort éradique d'office cette seconde fonction de la peine pénale et donc ne permet pas du tout aux détenus d'avoir une seconde chance ou de se racheter. Quand on découvre une erreur judiciaire après une exécution, alors cette erreur apparaît dans toute son horreur comme le meurtre d'un innocent par la justice. Et surtout, la peine de mort est un reflet des injustices. Dans le journal Le Progrès, paru le 18 septembre 2011, Robert Badinter déclare « La peine de mort est l'expression constante de l'inégalité sociale. Elle charrie en elle tous les poisons sociaux, et d'abord le racisme et l'inégalité. Regardez les quartiers de condamnés à mort aux États-Unis. Vous y trouverez une large majorité de Noirs ou de Latinos. Vous n'y verrez pas les fils de banquiers ou d'avocates. Il n'y a pas d'expression plus cruelle de l'injustice sociale que l'inégalité devant la justice, qui, s'agissant de la peine de mort, revêt un caractère insupportable. » Dans les années 1920, une affaire judiciaire secoue les États-Unis. Deux hommes, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, sont arrêtés pour cambriolage, fusillade et meurtre. À l'époque, leur culpabilité est extrêmement controversée. Mais les deux hommes appartiennent au mouvement anarcho-syndicaliste qui sévit dans le pays. Et ça pèse lourdement dans leur procès. À travers eux, c'est tout un courant révolutionnaire que les États-Unis cherchent à punir. En 1921, ils sont jugés coupables et condamnés à mort. Ils sont exécutés à la chaise électrique le 23 août 1927. 50 ans plus tard, on parvient à la certitude qu'il n'existe aucune preuve de leur culpabilité. Alors ils sont officiellement absous réhabilités. Mais on les a tués. Vous connaissez peut-être la chanson de John Baez, Here's to You, Nicolas and Bart, hymne du mouvement des droits civiques des années 70. C'est un hommage aux deux hommes qui restent dans la mémoire collective. Cette affaire a près d'un siècle, mais il existe tant d'exemples plus récents. En 2019, une mini-série sort sur Netflix, nommée When They See Us, ou Dans leur regard en français. Elle parle de Central Park Five, une véritable affaire judiciaire qui a eu lieu aux États-Unis en 1989. 5 garçons, âgés de 14 à 16 ans, sont condamnés à tort pour le viol horrible d'une jeune femme dans Central Park. Il s'agit de 4 Afro-Américains et un Latino. Leur casier judiciaire est vierge, et ils ignorent les faits qui leur sont reprochés. Pourtant, ils sont brutalisés par les policiers, qui vont même jusqu'à leur soutirer de faux aveux, leur promettant la libération s'ils admettent un crime qu'ils n'ont pas commis. Les 5 de Central Park, comme on les appelle dans les médias, sont jetés en prison. Jusqu'à ce que, 13 ans plus tard, un homme avoue avoir agressé la joggeuse et avoir agi seul. Donald Trump, à l'époque, avait publié une tribune réclamant la peine de mort pour ces adolescents. On y lisait « Je déteste ces braqueurs et ces meurtriers. Ils doivent souffrir. Quand ils tuent, ils doivent être exécutés pour leurs crimes. Ils doivent servir d'exemple pour que les autres y réfléchissent à 2 fois avant de commettre un crime de la sorte. » La série fait le récit de cette injustice bouleversante. On se demande comment une telle erreur a pu se produire. Comment a-t-on pu condamner des jeunes sans preuve cohérente ? Cette affaire nous fait réfléchir sur notre passé, mais aussi notre futur. Comme le note le média Vox, le titre de la série, When They See Us, nous oblige à réévaluer la façon dont nous regardons, et peut s'interpréter au futur, s'appliquant à la société en général. Lorsque les futures générations regarderont notre histoire, quand elles nous verront, que verront-elles ? Ils seront peut-être stupéfaits de découvrir ce que l'on a fait, ou alors constateront que les choses ont peu changé. Le monde tend vers une abolition universelle de la peine de mort.
la France, en 1981, était le 35e pays à bannir son usage. Fin 2018, 106 pays l'ont aboli, et 142 sont abolitionnistes, en droit ou en fait. Progressivement, la peine de mort disparaît des justices du monde. J'aimerais vous partager l'incipit du dernier jour d'un condamné, un roman de Victor Hugo. Un homme livre ses pensées durant les 24 dernières heures précédant son exécution, et la torture psychologique qui lui est inhérente. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler, les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques, cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit, sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction. Face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace, quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce 2e épisode de La Voix de l'Ombre. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi consulter les réseaux de l'Ombre et la Plume pour en savoir un peu plus sur nos actions. À très bientôt pour un tout nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.